Philippe Mérieux, bienvenue à l'Université de Fribourg. Vous êtes ici parce qu'il y a quelques minutes, vous avez reçu un doctorat honoris causa de notre faculté de l'éducation et de la formation. Tout d'abord, toutes mes félicitations. Merci. En même temps, je crois savoir que c'est le 3e doctorat honoris causa que vous recevez. Comment on se sent? Est-ce qu'on s'habitue à ce genre d'honneur? Non, bien sûr. On se demande comment ça se fait. On se trouve toujours trop modeste par rapport à cela. En même temps, on est très touché parce que c'est un signe de reconnaissance de la part des collègues. Et surtout pour moi, c'est un signe de solidarité. Solidarité entre des universités, solidarité entre des chercheurs et des chercheuses, solidarité aussi parce qu'ensemble, on mène dans les savoirs ce travail qui est un travail de longue haleine, et qui est un travail qui n'est pas toujours reconnu socialement, mais qui est fondamental et qui est essentiel pour toute la société. Vous avez débuté votre carrière dans le domaine de la pédagogie en plein boom des années 1980-1990 en diffusant les principes de l'éducation nouvelle. Qu'est-ce qui vous portait à ce moment-là? Un désir de démocratisation des savoirs, d'accès de toutes et tous au savoir. En même temps, un désir de justice et de paix. L'éducation nouvelle s'est construite dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, après une boucherie terrible qui avait fait des millions de morts, par des êtres, des hommes et des femmes qui disaient plus jamais ça. Et plus jamais ça grâce à une éducation qui permette justement aux êtres de coopérer ensemble, de se découvrir ensemble, capables de partager et de partager les mêmes savoirs. Et ça, c'est formidable parce que l'éducation, c'est cela qui est au cœur même de l'école, de l'université. C'est des êtres singuliers qui ont chacun une histoire, qui ont chacun un itinéraire, qui ont chacun leurs ressources, leurs richesses, mais leurs handicaps, leurs accidents aussi, et qui partagent les mêmes savoirs. Et c'est cette manière de tricoter le singulier et le commun qui m'a animé toute ma vie et qui fait que j'ai cherché, à travers différents travaux, à comprendre comment on pouvait, les professeurs ici, les animateurs là, même les parents, comment on pouvait éduquer nos enfants pour qu'ils soient en mesure de construire un monde plus juste et solidaire. Vous parlez de justice, de solidarité, tout ça semble très positif. Mais la conférence que vous avez présentée sur notre campus à l'occasion de cette remise du doctorat honoris causa s'intitule « Face au fracas du monde, que peut encore l'éducation ?» Je l'ai senti un peu comme un aveu de faiblesse, vous me pardonnerez, je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu entendre. Quel est votre diagnostic? Est-ce qu'on est l'éducation serait en perte de vitesse, aurait moins d'impact? Le monde est aujourd'hui en plein fracas, le monde est compliqué, la guerre est à nos portes, nous voyons arriver des manifestations qui, à bien des égards, étaient imprévisibles et qui nous mettent en situation de très grandes difficultés. Et effectivement, je rencontre beaucoup d'éducateurs et d'éducatrices qui me disent qu'ils sont découragés. Certains même me disent qu'ils sont déprimés et qu'ils ont le sentiment que face aux difficultés que le monde a à assumer aujourd'hui, face aux défis que le monde a à relever, ils n'ont pas beaucoup d'espoir de pouvoir faire grand-chose. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que oui, le monde est compliqué, c'est que oui, nous sommes dans une période très difficile, mais que néanmoins, il y a toujours quelque chose de possible. Et que l'éducation a cette capacité extraordinaire de pouvoir faire en sorte qu'un seul geste, qu'un seul mot puisse changer un être et qu'un seul être puisse changer le monde. Rien en éducation n'est innocent, rien en éducation ne doit être considéré comme inutile et nous devons garder cette foi, cette confiance dans l'humain qui fait que par l'éducation, peut-être, je ne dis pas à coup sûr, mais peut-être, on pourra préparer un monde meilleur. Et j'avais envie, non pas de communiquer du pessimisme, mais de communiquer cette idée qu'on peut être désespéré, mais qu'on doit avoir aussi une raison de vivre. Et que l'éducation est sans doute une des meilleures raisons de vivre qu'on puisse trouver. C'est celle qui consiste à permettre à nos enfants de donner un avenir à leur futur. Parce que le futur, ils l'ont. Le futur, c'est aujourd'hui, il est midi, dans un quart d'heure, il sera midi et quart. Ça, c'est le futur. En revanche, l'avenir, il n'est pas écrit. Et les jeunes aujourd'hui, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, ils ne savent pas très bien ce que va être leur avenir. Et parfois, beaucoup sont même particulièrement inquiets de cet avenir. Et nous devons leur communiquer cette capacité à construire un avenir à la mesure de leurs ambitions, un avenir qui les grandit en humanité. Donc vous restez un grand positif.
Je reste positif, je reste, comme le disait Gramsci, un pessimiste de la raison, mais un optimiste de la volonté. C'est beau. Vous avez évoqué la guerre, mais il y a aussi trop d'écrans, une déferlante de fausses informations, l'arrivée un peu étourdissante de l'intelligence artificielle. C'est vrai que, comme vous le disiez, il y a beaucoup de parents et d'enseignants qui sont un peu pris dans une vague qui les dépasse. Quels conseils vous pourriez donner à ces parents et à ces éducateurs? D'abord, de tenter de comprendre ce qui nous arrive, d'assumer nos difficultés, d'en parler entre nous. Rien ne serait pire que de se renfermer dans sa solitude et de se désespérer individuellement. Parler, échanger, travailler ensemble, se demander ensemble qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut proposer. Et puis être attentif à quelques principes simples et fondamentaux, quelques principes éducatifs comme l'articulation nécessaire pour tout enfant, pour tout adolescent de la frustration et de la promesse. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que nous devons renoncer à des tas de choses, mais c'est vrai que c'est au nom d'une promesse et qu'il faut toujours voir dans les frustrations qui nous sont imposées les promesses que ces frustrations nous permettront d'atteindre. Il faut aussi toujours, me semble-t-il, avoir ce sentiment de communiquer à l'autre le goût de la précision, le goût de l'exactitude, le goût de la vérité. Vous évoquiez les fake news, on peut évoquer évidemment l'intelligence artificielle. Ce qui est important et ce qui se transmet à l'école, à l'université, ce sont des savoirs bien sûr, mais c'est aussi un rapport au savoir. Un rapport au savoir qui est un rapport d'exigence. Je ne me contente pas de recevoir des savoirs d'une manière passive, je suis dans ces savoirs un acteur exigeant, un acteur critique. Je vais essayer d'aller plus loin. Je ne me satisfais jamais de ce que je crois savoir, mais je vais interroger ce qu'on me dit, ce qu'on me propose, pour tenter de comprendre en quoi c'est important et comment je peux progresser. Alors oui, face à tout ce que nous vivons aujourd'hui, garder ce goût d'un savoir exigeant, d'un savoir qui est en même temps une occasion de joie et de rayonnement, ça me paraît quelque chose d'essentiel pour les parents, pour les enseignants, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui sont responsables d'une activité éducative. Savoir s'émerveiller, savoir s'émerveiller de ce qu'on comprend et savoir s'émerveiller du fait que ce qu'on comprend nous rend plus libres. Et parlons des enfants, parce que finalement c'est eux qui sont au centre de tout ça. Eux sont, en tout cas pour les petits, beaucoup plus dans l'ici et maintenant. Ils n'ont pas du tout conscience des forces qui se jouent, des inquiétudes qui se jouent autour d'eux. Qu'est-ce que vous pourriez leur souhaiter à eux? Aux enfants, moi je leur souhaiterais volontiers, et dans le prolongement de ce que nous avons dit tout à l'heure, le plus de lucidité possible. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un vrai danger de manipulation des esprits. On sent bien qu'il y a un vrai danger à travers les réseaux sociaux, à travers l'intelligence artificielle, à travers toute une série de phénomènes de groupe, qu'il y a de vrais dangers d'emprise. Et moi, je leur dirais, soyez attentifs. Ne vendez pas votre liberté. Ne vendez pas votre liberté à TikTok, ne vendez pas votre liberté à un gourou charismatique, ne vendez pas votre liberté à un groupe qui va sans doute vous donner une identité, mais qui va vous faire renoncer à votre esprit critique. Soyez toujours capable de cette distance qui fait que vous pensez par vous-même. Pensez par vous-même. Au fond, c'est le vieux principe des Lumières, à la question qui lui était posée, qu'est-ce que les Lumières? Kant répondait, sapere aude, ose penser par toi-même. Et moi, je dirais aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes aujourd'hui, osez penser par vous-même. Ne laissez quiconque penser à votre place. Ne laissez pas les réseaux sociaux penser à votre place. Ne vous enfermez pas dans le tunnel des algorithmes qui vous orientent en permanence vers ce que vous avez déjà choisi. Mais ouvrez les fenêtres, allez voir ailleurs, pensez par vous-même, regardez, comparez, ayez ce goût de la découverte qui est le contraire même de cet esprit consommatoire dans lequel on veut vous enfermer. Philippe Mérieux, merci. Je vais vous rendre à cette journée festive qui vous attend encore. Merci à vous. Félicitations et à très bientôt. Merci à vous.